Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 18 juin 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de ce début de semaine. On parlera essentiellement de l'actu générale, du XRP, de Esthetix et de la pépite du trimestre, c'est-à-dire une nouvelle crypto-monnaie où j'ai commencé à investir et que je vais continuer en DCA. Bien sûr, j'ai pas mis beaucoup, il me manque des liquidités actuellement, mais en tout cas j'ai investi depuis un mois dessus et je vais continuer à faire un DCA dessus jusqu'au bull run où là j'arrêterai et ensuite je reprendrai quand le marché aura rechuté. On va commencer par regarder juste quelques opportunités, en tout cas selon moi actuellement. Honnêtement, Kant à 73,86, c'est énorme. On continue. SHX qui est actuellement à moins 42,5%. Ça chute fort. Et là, moi personnellement, j'ai réinvesti dessus, j'ai rechargé un peu. Avec le peu de liquidité que j'avais, j'ai tout remis dans SHX. Ce mois-ci, moins 42,5. Bien sûr, il y en a d'autres. Vous avez bien sûr le XRP qui a moins de 50 centimes. Et Dera qui a 35% de moins ce mois-ci. Et là où je vais essayer de trouver de la liquidité, si je peux, il faut que je trouve une solution, c'est pour Telcoin, moins 45%. Là honnêtement, c'est vraiment le moment de recharger. Voilà, il va peut-être même aller, on va voir, il va peut-être même redescendre à 0,01 à voir. Voilà, on va commencer l'actualité et on a dans une tendance inquiétante pour l'économie des États-Unis, 1,2 million d'Américains supplémentaires ont été classés comme subprime emprunteurs. En gros, il y a de plus en plus de difficultés pour les Américains à obtenir des crédits et bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques, elles gagnent de l'argent grâce au crédit, grâce aux intérêts. Et je pense qu'à un moment donné, ils vont couper, ils vont essayer de couper les taux d'intérêt des crédits, de les baisser parce que là, ça devient un petit peu inquiétant. On continue et on a le statut de monnaie de réserve de l'euro menacé alors que sa part dans les réserves de change diminue. Il faut savoir que le dollar c'est la même chose, sa part dans les réserves de change diminue, sauf que souvent, ça a toujours été le cas, la monnaie de réserve mondial, c'est encore le dollar et donc l'euro. Les gens qui sont dans l'euro partent se réfugier dans certaines monnaies, mais essentiellement aussi dans la monnaie de réserve mondiale, c'est-à-dire le dollar. Donc je pense que l'euro est encore plus menacé, même si actuellement il y a une dédollarisation très importante et c'est pas bon pour l'euro. Et je pense que il faut aussi savoir que l'euro a actuellement baissé ses taux d'intérêt, alors que pour l'instant, les Américains ne l'ont pas encore fait. Donc le dollar est encore plus fort par rapport à l'euro actuellement. On continue et on a ChatGPT qui envisagerait de passer à une entreprise à but lucratif en tant que PDG. Donc Sam Altman qui nous dit qu'il veut actuellement que ça soit plus non lucratif, mais que ça soit lucratif, bien sûr. Et voilà, on va juste, moi personnellement, pourquoi je n'utilise pas et je n'utiliserai pas ChatGPT, la poussée signalée pour restructurer la société intervient alors que le PDG Sam Altman a réaménagé le conseil d'administration pour inclure lui-même et de nombreuses parties prenantes nouvellement jointes et triées sur le volet. Il s'agit notamment de Sue Desmond-Hellmann, ancienne PDG de la fondation Bill et Melinda Gates, Nicole Seligman, ancienne vice-présidente de Sony, et Fidjer Simo, PDG et présidente d'Instacart. Mais surtout, c'est là où pour moi c'est un gros drapeau rouge, c'est aussitôt ajouté au conseil d'administration récemment et le retraité US général de l'armée et ancien directeur de la NSA, Paul Nakasone. Faites vos recherches sur cette personne et bien sûr vous comprendrez que ChatGPT va tout enregistrer et va pas forcément vendre. Je pense qu'ils vont même donner gratos toutes les infos à la NSA.
On continue, il y a eu une chute des marchés boursiers au Japon lundi, et alors ils disent que c'est dû, bien sûr qu'il y a une petite corrélation avec la chute des marchés boursiers en Europe, avec l'instabilité politique, mais c'est aussi, je pense, par rapport à l'incertitude sur la réduction des achats d'obligations par la Banque du Japon. Personnellement, je pense que ils vont tout simplement, ouais, je pense qu'ils veulent renforcer leur devise et ils vont tout simplement racheter des obligations. Ils n'ont pas le choix. Voilà. On continue. On a Donald Trump qui tout simplement dit qu'il veut que l'industrie des actifs numériques eh bien, s'implante de plus en plus en Floride. Et donc, il est maintenant, on voit, pro-crypto et pro-actif numérique. Donc, voilà, il veut aussi que ça soit, bien sûr, pour lui, c'est le côté nationaliste, que ça soit, qu'il y ait du minage qui soit fait aussi aux États-Unis et que les États-Unis soient pas à la traîne au niveau des innovations en termes de technologie. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle. On continue. Et on a Tether qui lance le Alloy, je sais pas comment on dit, Alloy, ça veut dire peut-être autorisé, Alloy. Et eh bien, c'est tout simplement, c'est backé maintenant sur le gold, c'est-à-dire que ça sera en fonction comme le Pax Gold adossé à l'or, tout simplement. Donc, est-ce que c'est une solution pour eux? C'est quand même bizarre qu'ils mettent cet actif-là actuellement. Ça sent quand même mauvais. On verra tout à l'heure qu'il y a plus en plus d'exchanges par rapport à la loi MiCA qui vont bloquer le Tether, l'USDT, et je pense que du coup ils veulent peut-être faire un stablecoin qui soit un peu plus sécurisant et peut-être que justement ce Tether Gold sera peut-être lui autorisé par MiCA vu qu'il sera adossé à l'or. Après il faut voir les réserves s'ils font du 1 pour 1, c'est ça qu'il faut voir, mais à mon avis c'est peut-être une solution pour eux, mais ça veut dire que quand même l'USDT va prendre très cher, et est-ce que ça c'est peut-être la solution de rechange à voir. On continue. On a deux pays qui eh bien, dédollarisent, c'est-à-dire qu'ils arrêtent les trades en dollars. C'est le Nigeria et l'Inde qui maintenant vont faire des partenariats, mais en devise locale pour les trades. Une petite nouvelle que j'avais parlé déjà il y a pas mal de temps, qui est assez inquiétante, et cette fois-ci ça a été voté. Avant c'était un projet de loi, c'est que maintenant on peut circonscrire automatiquement, c'est-à-dire que les gens sont enregistrés automatiquement entre 18 et 26 ans. Avant c'était tout simplement vous deviez aller vous-même, pour la conscription militaire, vous inscrire. Maintenant non, c'est fait automatiquement, donc là ils ont le panel de toutes les personnes et ça sent pas bon. En sachant que en Europe c'est la même chose. Si vous regardez, ils mettent le service militaire à nouveau obligatoire dans pas mal de pays, et puis regardez un petit peu la loi de programmation militaire en France, vous allez comprendre. On continue, on a Genesis Digital Asset qui tout simplement tire parti des renouvelables pour augmenter sa capacité minière du Bitcoin au New Texas. Bon, ça c'est encore une bonne nouvelle pour les États-Unis, et un peu pour contrecarrer les performances minières des Chinois, en sachant que quand même, j'en avais parlé une fois, faut savoir que si Taïwan réplique, si un jour il y a une attaque sur Taïwan et que Taïwan réplique, ils ont dit qu'ils allaient viser avec des missiles le barrage des Trois Gorges. Il faut savoir que ce barrage, c'est là où il y a tout le minage, vraiment une grosse partie du minage du Bitcoin en Chine. Et si ce barrage y tombe, je peux vous dire que le BTC, ça fait très mal. On va maintenant parler du XRP. Et on a XRP qui découple officiellement de Bitcoin. Alors, oui, je dirais oui. Hier, il a effectivement découplé. Maintenant,
sur un jour, c'est pas découplé sur, voilà, sur un jour, il faudrait que ça se reproduise de plus en plus et que ça soit sur une période assez longue pour qu'effectivement on puisse dire ça. Pour l'instant, on peut dire que XRP se découple. Voilà, c'est vraiment épisodiquement que il y a un découplage, mais pour l'instant c'est pas un découplage total, c'est juste de temps en temps ça peut arriver. Voilà, en tout cas c'est comme ça que je perçois les choses. On continue et on a XRP, alors ça c'était avant-hier qui skyrocket avec 1 million de dollars de flux de fonds en plus, c'est-à-dire qu'il y a eu des achats de 1,1 million de baleines et de gens qui ont, surtout de baleines qui ont, il y a eu pas mal de transferts actuellement, on a vu. Avec Wall Alert. Je vous rappelle que sur mon Telegram, on peut voir, je vous mets en temps réel les mouvements de fond, des gros mouvements de fond du XRP avec les baleines. Et eh bien, il y a eu des achats. Alors c'est en prévision sûrement de la fin du procès. Il y en a qui achètent, bien sûr, en sous-marin. Enfin, en sous-marin, avec le Wall Alert, on voit les choses. On a Ripple qui parvient toujours à gagner les banques malgré le procès de la SEC. Alors il faut savoir que c'est vrai que malgré ce procès, il y a vraiment beaucoup d'innovations, beaucoup de partenariats et on sent qu'il continue à avancer. Il ne se pose pas la question de ce procès, il continue à avancer et qu'il y a beaucoup d'entreprises qui de plus en plus font confiance aussi à Ripple. Ça veut dire que ces entreprises sont plutôt confiantes sur les résultats de ce procès avec Ripple. On a vu récemment la CBDC en Géorgie, on a vu le partenariat avec Arcax, etc. Vous avez beaucoup, on a des nouvelles toutes les semaines de partenariats. On continue, on va avoir de plus en plus d'articles qui disent qu'en fait effectivement le XRP pourrait être une solution pour contourner le dollar, que les actifs numériques pourraient être effectivement une solution, puisque on sait que les paiements transfrontaliers avec le XRP sont vraiment pas chers et c'est très rapide. Donc voilà, donc il y a ce narratif qui peut commencer à arriver et là on voit un autre article qui dit justement que les BRICS qui prévoit de faire une monnaie qui va être balquée sur l'or en septembre. C'est un potentiel boost pour le Bitcoin et l'XRP. C'est-à-dire que aussi pour éviter les sanctions, on a ces pays qui peuvent faire des transactions entre elles. Elles peuvent le faire avec les monnaies locales, mais elles peuvent le faire aussi avec les monnaies numériques comme le XRP, le Bitcoin, etc. Il faut savoir que c'est quand même... Alors, ils disent avec le Bitcoin c'est quand même, quand vous faites des gros montants, ça fait quand même mal les frais de transaction. Alors que le XRP, c'est vraiment que dalle. Voilà. On continue et on a Ripple qui confirme qu'il a 10 partenariats CBDC. Alors, on sait qu'il y a le Bhoutan, vous avez le Palau, la Colombie, etc., la Géorgie, etc. Maintenant, ils disent 10, mais ça c'est officiellement, et encore je suis même pas sûr qu'il y en a 10, je pense que je me demande s'il n'y en a pas 8 plutôt, mais en résumé, moi ce que je veux voir c'est officieusement, c'est-à-dire que tous ceux qui sont en attente, ou c'est des tests, des essais, ou alors ils sont dans un conglomérat de plusieurs et qui vont, il y en a énormément officieusement qui vont être, ils commencent en fait par les petits, États et ensuite ils vont aller sur les gros et après vous allez avoir plus en plus de partenariats avec des gros pays, mais ils commencent avec les petits pays. La Malaisie entamera bientôt un processus d'adhésion aux BRICS. Alors pourquoi je vous parle de ça dans le sujet Ripple? C'est tout simplement qu'il y a toujours la toile d'araignée et là on voit, ça c'était en 2018,
on a le CMB Group qui rejoint RippleNet pour renforcer les paiements transfrontaliers en Asie. Et on voit, grâce à ce partenariat, CMB rejoindra le réseau RippleNet, ce qui facilitera l'accès à d'autres membres de RippleNet et permet à CMB de développer ses activités de paiement transfrontalières. Ça, c'était en novembre 2018. Voilà. Donc, il y a encore la toile d'araignée. On voit encore des liens entre tout simplement l'Asie et entre autres la Malaisie et Ripple. Quelque chose d'étrange, un calculateur de devises, je dis bien de devises, uniquement de devises, qui accepte Ripple pour faire les conversions en devises, c'est-à-dire que il est considéré en fait dans ce logiciel comme une devise. Il y en a deux qui sont considérés, j'ai regardé, c'est le BTC et le XRP, ce sont les deux seuls. Alors est-ce que c'est parce que c'est quand même assez étrange, en tout cas on peut, je vous laisserai le lien, vous pouvez regarder par vous-même, voilà. Toutes les autres ne sont pas considérées, parce que là c'est quand même officiel, hein. C'est assez étrange. Voilà. On continue, et pour terminer pour Ripple, voilà, je vous avais parlé la dernière fois de cette petit danger d'avoir au moins 5000 XRP, et je continue un peu à fouiller parce que je me méfie quand même, je suis assez je suis aussi quelqu'un qui me méfie beaucoup, et de voir un petit peu les pièges qui peuvent être tendus. Alors là, on a le xrplevm.org, et ça, je pense que vous connaissez les EVM qui permettent l'interopérabilité, de mettre des dApps sur le XRP Ledger, et donc de pouvoir apporter des contrats intelligents sur le XRP Ledger. Eh bien, je vous invite à regarder qui explique bien les choses, c'est pas cet article, mais ce blog, en fait. Et là, on voit, donc bien sûr, vous avez vu récemment qu'il y a un partenariat avec Axelar qui va permettre aussi cette interopérabilité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, vous voyez ici, il y a marqué IOU. Et eh bien, on va regarder ce que c'est que IOU pour les gens qui ne connaissent pas. Découvrons le sens de le IOU. La définition en crypto, c'est que IOU et tous les autres faits détaillés. En fait, IOU, ça veut dire tout simplement je vous dois. Donc en fait, c'est comme une reconnaissance de dette. Les IOU, bien que cela ne soit juridiquement contraignant, ils servent principalement d'un avertissement et n'ont aucune force contractuelle. Ils expliquent le lien entre la dette entre deux parties. Voilà, donc en fait c'est un jeton en fait tout simplement de dette. L'adaptabilité de la technologie blockchain, en particulier lorsqu'il est combiné avec des fonctionnalités de contrats intelligents sur divers protocoles, permet aux utilisateurs de générer et de transférer facilement des jetons IOU. Alors, ils sont cependant une méthode très pratique pour maintenir les relations de la dette dans le contrôle et garder une trace d'argent que vous empruntez ou prêtez. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est tout simplement parce que je ne sais pas si j'en avais déjà parlé, je pense, mais je me pose des questions, je trouve ça très étrange que il n'y a que 2 trust lines en fait. Il y a 2 blockchains où il faut ouvrir des trust lines, où il faut payer pour ouvrir des trust lines. Et en fait, c'est le XRP Ledger et aussi le Stellar. Et en fait, eh bien, comme je vois que les jetons, c'est des IOU, donc c'est une histoire de dette, je me pose la question en fait si tout simplement la trust line du XRP Ledger, quand vous l'ouvrez, en fait, c'est pas tout simplement comme si vous ouvrez une ligne de crédit. Un peu comme quand vous avez à la banque, vous demandez une carte de crédit et puis on vous donne une carte de crédit avec une limite, bien sûr, d'achat. Et donc selon moi, en fait, quand vous achetez avec un actif comme par exemple, je ne sais pas, ça peut être l'USDT ou même de l'euro, et que vous le transformez, vous ouvrez une trust line et vous le transformez en fait sur cette trust line, en fait, il vous donne un jeton IOU qui est tout simplement le XRP. Alors ça peut être après les stablecoins, d'autres choses, mais en résumé, en fait, pour moi, on ouvre une ligne de crédit
en fait. C'est un peu comme c'est comme une banque en fait. Voilà. Donc c'est une reconnaissance de dette, mais vous, en tant que comme vous payez une ligne de crédit, je pense que vous êtes, ouais, vous êtes tout simplement dans une trust line en fait qui est négative en fait. Et c'est pas facile à expliquer, hein, mais pour moi en fait le XRP Ledger c'est un ledger, mais pas de token, mais un ledger de dette tout simplement, un ledger de dette. Donc en fait c'est comme une banque, voilà. Donc c'est un peu bizarre et je vais essayer de fouiller un petit peu pour voir. Mais je trouve ça vraiment bizarre que le XRP Ledger et Stellar soient les deux. On sait que c'est les deux qui vont être liés au CBDC, entre autres. Bon, il y aura peut-être HBAR aussi et quelques autres, mais Chainlink, etc. Mais que ces deux-là, on doit payer pour faire une trust line. Je trouve ça bizarre et qu'on a ces jetons IOU qui sont des reconnaissances de dette. Donc je vais fouiller un petit peu. Moi je suis pas développeur, mais je pense qu'il y a peut-être des paramétrages à faire, peut-être des choses à faire sur la blockchain pour pas se faire avoir peut-être plus tard. Un peu comme vous avez vu sur la Trustline où la réserve, ils peuvent la moduler jusqu'à 5000 XRP. Voilà. Donc je suis pas assez calé de ce côté-là, mais peut-être qu'il y a un loup à voir. Voilà. Eh bien, j'ai terminé. On va juste parler vite fait de Aesthetics, où en fait, actuellement, il y a eu, eh bien, un nouveau membre du conseil d'administration actuellement, et il s'appelle Charles Moulin, et cette personne a pas mal sur son CV, c'est assez costaud. On va essayer de traduire. Hop. Voilà. Donc Charles est le fondateur d'Avery Risk Compliance Service, une société dédiée à l'amélioration des normes de gouvernance et de conformité dans le secteur financier au Luxembourg. Avec plus de 2 décennies d'expérience, Charles a occupé des postes de direction au sein de certaines des institutions bancaires les plus prestigieuses du Luxembourg. Il est administrateur agréé CSSF et donc il a travaillé pour chez BNP où il a été responsable des investissements. Il a été conseiller en investissement à la Société Générale, responsable actif à Adevery chez UBS, et aussi il était dans une banque privée qui est assez connue, entre autres chez Farad Investissement Management. Voilà, donc une bonne personne en plus dans le staff. Maintenant on va voir comment évolue et quand est-ce que se lance l'application Aesthetics. Et je terminerai l'actu justement par cette pépite. Alors c'est une pépite que j'ai découvert un petit peu par hasard, et en fait j'ai un peu fouillé, et franchement pour moi il y a vraiment un gros potentiel. Pourquoi je pense qu'il y a un gros potentiel? Tout simplement déjà par la market cap, c'est que 15 millions actuellement. 15 millions, et je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel dessus, parce que je pense que en ayant investi dessus, je suis un peu dans les pionniers, c'est-à-dire que c'est pour l'instant la market cap n'est pas énorme, c'est pas encore connu, et pourtant je pense qu'après les réglementations ça va exploser. Donc je vais vous parler de cette société qui s'appelle tout simplement Stobox. Et Stobox, c'est en fait un leader de marché dans le secteur de la tokenisation, et il propose en fait des solutions personnalisées, tout simplement de blockchain pour les entreprises. Alors les entreprises, ça peut être des petites entreprises, des grandes entreprises, il n'y a pas de souci pour toutes les entreprises. Alors qu'est-ce qu'elle offre? En fait, un peu, on va dire qu'elle pourrait offrir un système où en fait elle s'occupe un peu de tout, et leur but en fait c'est de faire passer en fait tout simplement les entreprises sur la tokenisation. Donc elle offre des outils pour la création de tokens, la gestion des contrats, des smart contracts, c'est-à-dire des contrats intelligents, et la tokenisation aussi des actifs. Et son seul objectif en fait c'est de rendre accessible aux entreprises de toute taille en leur permettant de bénéficier de la transparence, de la sécurité et de l'efficacité en fait de la blockchain, tout simplement, dans ce qu'on appelle le RWA, c'est-à-dire la tokenisation. Donc ça serait un transfert en fait vers le numérique pour toutes ces entreprises.
Et donc on va regarder un petit peu les services qu'ils proposent. Donc ils proposent en fait tout simplement des conseils en tokenisation, donc des solutions aussi pour avoir pour les jetons de sécurité. Donc en fait eux ils conseillent, ils aident pour mettre en place tout simplement ces jetons de sécurité, aussi pour la tokenisation immobilière. C'est-à-dire que là, on va voir, pour les tokenisations immobilières, ils peuvent financer vos projets immobiliers, donc ils peuvent aussi vous aider pour les services tout simplement financiers. Et aussi, ça c'est vachement bien, sur l'énergie et la tokenisation sur l'énergie et les ressources naturelles. Voilà. Et aussi les jetons de sécurité, comme on a vu au début. En plus, ils ont un kit de tokenisation business où ils s'occupent de tout simplement. Voilà. Au niveau des services, ils ont des partenariats justement pour faire les conseils en tokenisation, le soutien juridique. Ils ont des partenariats avec bien sûr des avocats. Ils sont en partenariat avec des cabinets d'avocats. Ils sont en partenariat avec des entreprises dans la DeFi, et ils sont aussi en partenariat avec des agences de marketing. Voilà. Au niveau des réglementations, ils peuvent faire de la tokenisation et un petit peu se gambader entre 20 juridictions pour l'instant légales, en sachant qu'avec la loi MiCA, ça va vraiment s'ouvrir après pour eux, mais pour l'instant, ils ont 20 juridictions légales où ils peuvent tout simplement fournir une assistance de tokenisation et être conformes. Voilà, donc en résumé, Stobox c'est un prestataire de services qui offre des conseils de tokenisation et un support juridique et un conseil en actifs numériques. Voilà. Et alors, bien sûr, il y a la market cap, mais il y a des choses qui vraiment m'ont... on voit là, il y a des projets, donc ils ont déjà pas mal, une soixantaine de projets qui ont été lancés. Il y en a un vraiment qui est vraiment très très bon actuellement, où ça va être la plus grande aquaculture de crevettes au Qatar. Et il y a eu 300 millions, ils sont en partenariat avec ICM Capital qui est assez connu, et il y a 300 millions qui a été investi justement pour ce projet où ils vont tokeniser tout simplement la plus grande ferme de crevettes carrément au monde. Voilà. On va regarder quelques... voilà pourquoi je suis aussi bullish, c'est que en fait au niveau des réglementations, ils sont nickel. C'est-à-dire qu'ils vont être un fournisseur de services d'actifs virtuels en vertu du règlement MiCA de l'Europe. C'est-à-dire qu'ils ont fait toutes les papiers, c'est-à-dire en fait les demandes, et ils vont avoir justement cette conformité avec MiCA, et ça va leur permettre d'avancer. C'est pas toutes les sociétés qui font de la tokenisation qui auront forcément cette régulation. Il va y avoir une épuration, et là on voit que eux ils sont sur le bon chemin pour avoir cette régulation. Donc ça c'est vraiment un plus. Et pourquoi je vous montre ça, c'est que le dernier, je ne sais pas si on aurait parlé, le dernier Paris Blockchain, en fait ils ont quand même été nominés, c'est pas rien, comme la meilleure innovation 2024 réglementaire. Donc c'est vraiment qu'ils sont en conformité. En plus c'est à Paris. Voilà, et Paris Blockchain c'est quand même un événement assez important, et ils ont été les lauréats, les gagnants de ce prix de la meilleure innovation réglementaire 2024. C'est pas la première fois qu'ils ont des prix, ils ont déjà eu des prix. Là c'était à Dubaï en 2023, l'AIBT Summit 2023 de Dubaï, où en fait ils ont été nominés et reconnus comme l'une des 5 startups les plus prometteuses de l'année, un honneur qui nous remplit de fierté. Voilà, ça c'est le CEO de Stobox.
Voilà pour, on va juste regarder donc ce projet là de le conglomérat ICM Capital basé au CG développe le plus grande ferme de crevettes au monde avec un soutien en tokenisation fourni par Stobox. Et là on voit quand même que il y a un gros montant. La collaboration entre Stobox et ICM s'articule autour d'un projet ambitieux, la tokenisation de la plus grande ferme de crevettes de la planète, située dans le désert du Qatar. C'est quand même assez marrant que ça soit dans le désert. Cette entreprise témoigne non seulement de l'esprit d'innovation des deux entités, mais constitue également une étape importante vers la révolution de l'industrie aquacole grâce à l'application d'offres de jetons de sécurité. Et ils mettent pas le montant, mais j'ai vu que c'est à peu près 300 millions, même s'ils le mettent pas. On va juste regarder la vidéo. Good morning everybody, my name is Jason Jones, I'm the Global Head of Sales and VIP Project Management for Stobox. Today I would like to talk about an exciting new project. It is from ICM Capital and the project is an aquamarine shrimp farm. It's a world first in tokenization. We have partnered with ICM Capital and we are now taking care of the consulting services, the legal structuring and of course the technology that Stobox provides to our clients around the world. What is the technology? The technology allows ICM Capital to onboard investors, to manage the cap table, to manage the distribution of dividends or interest payments needed for a tokenization project. So what's so special about tokenization? Well, it performs liquidity, so if an investor wants to exit, they have access to a liquidity pool, it's easy manageable, it's recorded on the blockchain. Voilà pour le projet. Alors maintenant, on va aller voir juste un petit peu. On voit que la market cap, elle est à peu près, voilà, elle est de 14 millions actuellement, de 14 millions et au niveau de la circulating supply, on est à 95% en circulation actuellement. Voilà, et au niveau de la total supply, bah, c'est 100 millions de STBU, pardon. Voilà, le sigle c'est STBU. Voilà, au niveau de l'ATH, je crois qu'il était à 0, je sais pas si c'est marqué, ouais, l'ATH c'était 0.5, mais surtout je pense que quand il va y avoir les régulations MiCA et que la tokenisation va commencer à s'accélérer, je pense que ce projet avec une market cap de 15 millions, enfin 14 millions à peu près, je pense qu'il y a un gros potentiel et on est vraiment qu'au début, voilà, un petit peu comme Dimitra. Et bien, en tout cas moi j'ai investi sur ce projet. On peut voir où vous pouvez tout simplement échanger, c'est-à-dire acheter ce token actuellement. Il n'est pas encore listé sur énormément de plateformes. On va juste aller regarder. Il est en 922e place actuellement. Il a déjà fait 450% cette année. Ce mois-ci, il a perdu 28%. Voilà pour la petite pépite que je vais mettre en DCA pour le moment, en attendant qu'il explose. Après, je revendrai les gains et j'en rachèterai quand ça va chuter. Mais ça, c'est à mon avis, c'est un peu comme un Ondo Finance, c'est sur le long terme ce genre de projet. Et juste pour terminer sur Ondo, je tenais juste à vous préciser qu'au mois de janvier, il y a une libération de tokens. Et attention, au prix, enfin, c'est pas un conseil en investissement, mais en tout cas, moi, je vendrai mes tokens avant janvier, avant qu'il y ait de cette libération, parce que sinon, il va y avoir une grosse chute. Voilà, et après, quand il y aura la chute, j'en rachèterai. J'ai fini pour l'actualité. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ça vous a plu, et je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt. Ciao.